Bonjour à tous. On va donc terminer le dernier chapitre de cette année de terminale avec la transmission des caractères héréditaires. Donc on va démarrer tout simplement en se rappelant que la molécule d'ADN est une macromolécule et qu'elle est le support de nos gènes et qu'elle est bien sûr universelle. Alors, on va démarrer par le grand 1, la méthode d'étude de l'ADN. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est déjà tombé comme question au bac quand vous demandez quelle est la méthode justement pour identifier de l'ADN. Donc cette méthode s'appelle l'électrophorèse. Méthode qui sépare donc l'ADN en fragments grâce à des enzymes et on appelle ça la technique de PCR qui permet après qu'on l'ait obtenu de multiplier ces séquences. Voilà, c'est les techniques de polymérisation en chaîne. Donc la fameuse technique qui sert aussi dans la détection bien sûr du Covid-19. Donc voilà, il suffit juste de se rappeler ce que c'est une électrophorèse. Donc je vous conseille d'aller voir une petite vidéo sur YouTube, vous tapez électrophorèse et vous aurez tous les petits détails. Voilà, donc je vous ai fait un petit schéma à côté, je vous ai mis une photo où on voit les enzymes couper l'ADN et après une électrophorèse, c'est donc une bande avec un étalonnage ici des gènes et on fera un petit exercice. Le premier exercice sur le poly montre justement si les enfants par exemple, on cherche la filiation, est-ce que c'est bien le père, est-ce que c'est bien la mère ou est-ce que c'est bien le voleur dont la trace est restée sur le verre et on a récupéré son ADN et le comparer à un autre ADN. Voilà, donc ça vous le voyez souvent dans les feuilletons télévisés de policiers, hein, donc où on compare les bandes d'ADN de chaque personne. Voilà, donc il y a aussi l'autoradiogramme. Alors l'autoradiogramme, c'est un enregistrement qui est laissé sur un support photographique par un objet contenant donc des produits radioactifs. C'est exactement ce qu'on fait avec l'ADN. Et on arrive à obtenir ce qu'on appelle un séquençage. Alors le séquençage de l'ADN, ça consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides dans un fragment d'ADN donné. Alors je vous en ai mis un exemple à côté, c'est-à-dire ça c'est le chromosome X, et ici on est arrivé à séquencer tout le chromosome et on sait exactement où se trouve le gène de daltonisme, le gène de la surdité, le gène du syndrome de Love, de Duchenne, etc. Donc on a cartographié, hein, on a donc séquencé nos 46 chromosomes et cela nous permet de savoir à quel endroit exactement se trouve tel ou tel gène, donc telle ou telle maladie, ça peut être intéressant comme renseignement. Donc on a ce qu'on appelle une carte physique de l'ADN, indiquant donc la position exacte des gènes. Donc imaginons qu'on vous donne cette carte physique donc simplifiée et vous direz, eh bien, on a séquencé, on a fait un séquençage de l'ADN de cette personne pour savoir exactement à quel endroit est la maladie. Ensuite, un petit rappel au niveau de la variabilité génétique. 3 mots de vocabulaire. Le génotype. Le génotype, c'est l'ensemble donc de tous vos gènes. Le gène tout seul, c'est quoi? Ce n'est qu'un petit bout, donc on va dire un segment de molécules d'ADN. Et le phénotype, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot, le phénotype, c'est tout ce que l'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est visible. Par exemple, un chien qui est noir et blanc avec les poils longs, c'est son phénotype. Si vous en avez un autre marron avec les poils courts, c'est le phénotype. Mais si vous croisez ce joli chien marron à poils courts avec un autre marron à poils courts et que tout d'un coup vous avez dans la nichée des poils longs beige ou blancs, là on va se dire les parents ne sont pas de lignée pure, il y a eu donc un des deux parents qui n'était pas marron avec des poils courts. Donc ça, bien sûr, quand on fait des croisements de lignées pour faire des reproductions, et on fait très attention, bien sûr, aux parents et aux grands-parents du chien. Si vous faites des concours, si vous avez déjà vu des concours de chiens ou de chats, ou même de chevaux,
on remonte aux arrière-grands-parents, hein. On remonte très très loin pour être sûr qu'on ne va pas se retrouver avec un animal qui n'est pas du tout comme les parents. Donc le phénotype c'est bien, mais ce n'est pas le génotype. Le génotype c'est vraiment tout ce que vous avez dans vos gènes, y compris hérité des grands-parents, etc. Alors, plus précisément, l'allèle, c'est les différentes formes que peuvent avoir un gène. Par exemple, si on situe ici, à droite, l'allèle à cet endroit-là, donc je vous rappelle, par rapport au cours de juste avant sur la gamétogénèse, que le chromosome se duplique à un moment en 2 chromatides. Et donc ces 2 chromatides vont porter le même gène. Donc les parents, comme voilà, le père comme la mère. Le gène va se trouver, par exemple, à cet endroit-là. Mais le parent 1 va pouvoir apporter l'allèle, par exemple pour la couleur des yeux, l'allèle bleu, et la mère va apporter l'allèle marron ou l'allèle vert. Voilà, donc c'est le même gène, c'est au même endroit, mais ce n'est pas la même couleur, donc ce n'est pas le même allèle. Pareil pour les groupes sanguins, vous avez 3 allèles différents, le A, le B et le O. Donc si le parent apporte par exemple 2 fois le A et l'autre 2 fois le B, eh bien on aura sûrement des enfants du groupe AB. Hein, là, on ne pourra pas faire autrement. Par contre, s'il y a un parent qui amène le A, l'autre qui amène le B, eh bien, on aura donc des enfants AO. Non, non, c'était A et O, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc je répète, si par exemple il y a le A et le B, donc on aura les enfants AB, et si on a le A et le O, ben bien sûr on aura des enfants AO. Par contre, le petit problème, c'est quand dans les 2 chromatides, on a ici A, O, et là B, et puis A, vous vous rendez compte de la possibilité des enfants, donc peuvent avoir beaucoup d'autres groupes sanguins que les parents. Donc voilà pour la différence entre allèle et gène. Le gène, c'est l'endroit où il est, et les allèles, c'est les différentes variantes donc de couleurs, voilà, de groupes sanguins et autres, de longueur de cheveux, cheveux frisés, grandeur de la taille de la personne, etc. Donc voilà un petit peu toutes les possibilités que s'offrent à nous au niveau de la génétique. Alors bien sûr, on a vu qu'il pouvait y avoir des mutations hein, dans l'autre chapitre. Là, je vous rappelle juste qu'il existe 2 grandes mutations. Les mutations germinales, c'est-à-dire uniquement sur les cellules sexuelles, qui va donc se transmettre, et les mutations somatiques qui vont se trouver sur toutes les autres cellules du corps, qui là, elles ne sont pas transmissibles. Ensuite, vous avez différents types de mutations, des mutations dites silencieuses, bon, qui n'auront donc aucune conséquence sur l'individu. Désavantageuse, alors là, elle va avoir une faible probabilité de se maintenir, parce que si, par exemple, le chien, par exemple, il n'a pas de queue, ou il a une patte de travers, bon, ben, à ce moment-là, il va avoir des problèmes pour se reproduire, et son gène défectueux ben, ne sera pas transmis. Voilà, donc il y a souvent peu de chances que ça soit transmissible. Et puis il y a le côté avantageux, si par exemple une fleur est vraiment magnifique, eh bien il y aura de grandes chances qu'elle aura une grande probabilité, avec une super belle couleur, de se reproduire et bien sûr de se répandre. Alors là on va attaquer le vif du sujet avec les modalités de transmission des caractères héréditaires. Donc là, il va y avoir 3 possibilités d'allèles. Donc là, on parle d'allèle, hein, donc de la variabilité d'un gène. L'allèle est soit dominant, à ce moment-là, on a une règle dans l'écriture, et c'est obligatoire. Le nom que l'on va donner, la lettre que l'on va donner à l'allèle dominant, on va l'écrire en majuscule. Et l'allèle qui va exprimer une maladie, mais qui n'est pas dominant, on va dire que c'est un allèle récessif, et qu'il va donc être écrit avec une lettre minuscule. Donc vous en faites pas, on va faire que des exercices là-dessus. Après, il y a un autre allèle, les allèles qu'on appelle codominants, c'est-à-dire que ni les parents 1 et le parent 2 n'a pu imposer sa couleur. Par exemple, des fois, un parent de pétales rouges se croise avec des pétales blanches, et bien en fin de compte aucun des deux n'a dominé, et on se retrouve avec des fleurs roses par exemple. Ça, on appelle ça les allèles
codominant. Bon, ça, ce n'est pas au programme, donc voilà, je vous l'ai mis parce qu'il existe, mais vous n'avez pas à l'apprendre. Ce que vous avez à apprendre, c'est bien sûr les questions qui tombent au bac, c'est qu'on vous demande si l'allèle est dominant ou récessif, et on vous demande ensuite si c'est une maladie autosomique ou gonosomique, et à ce moment-là, vous apprendrez que le chromosome autosome, c'est quand l'allèle est porté par un chromosome non sexuel, et quand c'est porté sur un chromosome sexuel, eh bien on dit que le chromosome est gonosome, donc que les maladies sont gonosomiques. Voilà les deux grandes questions qui tombent au bac. Vous devez dire si l'allèle est dominant ou récessif, ou si c'est une maladie autosomique ou gonosomique. Voilà. Et après, autre chose possible, quand les deux allèles des parents, donc sur les deux chromatides, sont identiques, on dira que c'est une lignée pure. Homo, donc homo voulant dire identique, zygote, c'est l'autre nom que vous connaissez, gamète, qu'on a vu dans l'autre chapitre. Donc homozygote, ça veut dire qu'il est pur, c'est-à-dire qu'il a ces deux chromatides identiques, et hétérozygote, c'est quand il sera différent. Donc tout ça, dominant, récessif, autosome, gonosome et homozygote, hétérozygote, on va l'utiliser tout le temps. Voilà, donc ces 6 mots, voilà, il faut vraiment les apprendre, parce que sinon, vous allez absolument rien comprendre. On va attaquer par la transmission autosomique dominante. Voilà, donc là je vous marque tous les cas possibles. Quand c'est dominant, donc moi j'ai décidé de mettre la lettre M pour malade. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Donc quand la maladie est dominante, je fais un M majuscule. Vous voyez ici, M majuscule. Il y a deux possibilités. Et une certaine façon d'écrire, qui est obligatoire, elle est internationale, donc il faut l'apprendre comme ça. Normalement, le génotype est entre parenthèses, avec au milieu 2 slash. Le slash représente l'ADN, donc c'est-à-dire la chromatide, le chromosome de la paire, par exemple, numéro 1. Et comme on est diploïde, on a donc 2 chromatides, et donc chaque parent va amener une chromatide, on l'a vu dans le chapitre précédent, au moment de la méiose. Donc par exemple ici, un parent appelle la maladie et l'autre aussi, donc bien sûr, l'enfant sera malade. Ici, comme il est dominant, mais même si l'autre parent amène une chromatide saine, malheureusement comme c'est dominant, la personne sera malade. Et elle sera hétérozygote parce que les deux sont différents, et lui est homozygote parce que les deux sont identiques. Pour le cas récessif, pareil. Les deux malades, donc par contre, comme il n'est pas dominant, il faut qu'il soit en double pour exprimer la maladie. Donc, quand un individu est MM, eh bien c'est qu'il est malade. Et il est homozygote parce qu'il a les deux identiques. Et là, comme il n'est pas dominant, quand un parent amène la maladie, mais que l'autre amène une chromatide saine, eh bien l'enfant sera donc porteur de la maladie, il ne sera pas malade, mais il sera porteur de la maladie, et il sera donc hétérozygote puisqu'il n'a pas la même chromatide. Et quand la personne est saine, eh bien c'est A/A. Alors j'ai mis A comme j'aurais pu mettre B, C, D, etc. J'ai mis la première lettre de l'alphabet, tout simplement. Voilà, donc on va attendre une autre vidéo pour attaquer les exercices proprement dits. Donc essayez de relire et de vous approprier tous ces mots de vocabulaire.